Eh ben salut Internet, c'est Bascar pour Hypnomachie, et donc je suis en compagnie de Richard Abibon. C'est moi. Voilà. Qui donc, on te présente au... Je sais pas, je suis psychanalyste. C'est ça le but, non? Oui, Parce qu'autrement, je suis Richard Abibon. oui, c'est ça. Donc on évite de s'identifier à la fonction, tout ça. Voilà, Voilà. T'as une chaîne YouTube, oui. comment elle s'appelle? Richard Abibon. Voilà. Donc ça parle de psychanalyse essentiellement, on peut Ah dire ça. oui, essentiellement. D'anthropologie et psychanalyse aussi, parce que quand je fais des voyages, je ramène un film qui me permet d'analyser les mythes des peuples traversés. Voilà. D'accord. T'as vu quel peuple par exemple? Ben, par exemple, je reviens du Vietnam et du Cambodge. Et le dernier film que j'ai fait, qui dure 1 heure et demie, c'est sur les mythes indiens et chinois qui se rencontrent au Vietnam et au Cambodge. Donc ça, tu me donneras peut-être les liens que je mettrai en dessous si, Oui. voilà, pour pouvoir Donc, découvrir un peu. Parce que je problème. connaissais pas cette partie-là de ton travail, tu vois, donc du coup, Oh, c'est une partie plus minime. plus confidentiel là-dessus. Alors, j'ai plusieurs points que j'ai envie d'évoquer avec toi. Alors, je vais peut-être commencer avec le film de Sophie Robert. Bon, pour la petite anecdote, moi j'avais fait une vidéo comme ça de compte-rendu du film de Sophie Robert où j'étais allé le voir, où j'avais fait une espèce de retour. Bon, où je m'étais fait striker la vidéo, c'est-à-dire que j'ai essayé de discuter, il n'y avait pas trop moyen, mais j'ai eu la surprise de te voir donc apparaître dedans, donc c'était plutôt une bonne surprise. Comment est-ce que tu as vécu toi ta collaboration avec Sophie? Ben, ça date d'un paquet d'années, je suis incapable de dire combien, mais c'était largement avant qu'elle ait sorti son film sur l'autisme, largement avant qu'elle soit connue. Elle n'était pas connue de tout, elle m'a demandé un interview. Elle m'a pas du tout mise au parfum de ce que c'était pour descendre la psychanalyse. Elle m'a dit plutôt que c'était pour diffuser la psychanalyse. D'accord. Mais je m'en fous, c'est très bien. Moi, ça m'est égal. Les gens peuvent avoir n'importe quelle opinion. Ils ont le droit d'être contre la psychanalyse. Et ils ont le droit de faire des films avec des psychanalystes contre la psychanalyse. Comme moi, j'ai le droit de faire des films pour. Comme ça, on est en démocratie, chacun s'exprime comme il veut. Je t'ai toujours vu prendre la chose a priori avec une espèce comme Ah ça bon, de oui. tranquillité là-dessus. Ah, Ouais, ouais. absolument. Et parce que effectivement, moi ce que je me demandais un petit peu comment tu avais pris la chose, parce que enfin, bon, moi personnellement, là je vais parler en mon propre évidemment, pas entière, mais j'avais trouvé le film donc incroyablement à charge et comment dire, enfin il te faisait quasiment passer pour un pédophile notoire dans le film, enfin Oui. tu vois, avec un montage avec des trucs hachés, avec enfin tous les procédures habituelles d'un montage archi à charge où on coupe des trucs, quoi. Ouais, Oui, bah, j'ai l'habitude. Hein, c'est pas toi, quoi. Enfin, c'est oui, l'idée, en fait. Ouais. les gens qui sont du côté des comportementalistes de Autisme France, c'est pas la première fois qu'ils essaient de me faire passer pour un pédophile, parce que du simple fait que j'associe sexualité et enfance. Ça, c'est pas possible. Hein, les enfants n'ont pas de sexualité, ils n'ont pas de sexe, c'est pas possible. Si on s'intéresse à ça, c'est qu'on est pédophile. Donc c'est tellement idiot que ça mérite même pas réponse. Enfin si, je peux répondre comme je viens de répondre là, c'est tout. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu auras envie de profiter là en 2 minutes pour nous expliquer en gros qu'est-ce que tu disais, histoire de rétablir un peu au moins la justesse de ton propos, peut-être? Bon, ce que je disais moi à ce moment-là, ce que je me rappelle avoir dit, c'est que j'avais parlé du fait qu'on était obligé de nettoyer les bébés. Et donc de leur nettoyer le sexe. Donc de leur toucher le sexe. Bon, bah, ça perturbe personne, évidemment, puisqu'on est obligé de le faire. Mais ce que je dis moi, c'est que c'est pas neutre. Ça ne peut pas être neutre. C'est notre enfant, on est obligé de le nettoyer. Moi, ça m'est arrivé. Et ben, j'avoue que ça me faisait... c'était un peu bizarre, quoi. Bon, d'autant que je suis pas une maman. Les mamans, elles font ça, elles ont tellement l'habitude. Même quand c'est un premier enfant, c'est tellement naturel. Elles sont les mamans. Bon, ce qui les empêche pas de faire des caresses et des trucs et des machins. Ça dépend à lesquels. Hein. Personne n'est pareil. Mais tout le monde va à cet endroit-là. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Bon voilà, c'est ce que j'avais expliqué en gros. Alors bien entendu, je sais bien les torrents d'horreur que ça a déclenché chez les gens qui ne veulent surtout pas entendre ce genre de truc. Ben, ils ont le droit de ne pas vouloir l'entendre. Et j'ai le droit de m'exprimer. Comment tu le définis dans ta pratique? J'ai cru comprendre que tu te définissais comme une espèce d'électron libre ou de... Oui.
après avoir fait des années chez Lacan, etc. Oui. C'est ça? Oui. Oui, ça je suis psychanalyste, ça fait aucun doute, j'ai pas lâché là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple Jacques von Rillert, qui étaient des psychanalystes, et même lacaniens, et puis qui sont passés carrément chez les comportementalistes. Bon, moi je jette pas le bébé avec l'eau du bain, le bébé, la psychanalyse, l'eau du bain, le lacanisme. Et donc, oui, 40 ans d'études de Lacan et de pratique à la Lacan, j'ai fini par me rendre compte que ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que d'une part, Lacan ne parle que de théorie, il ne parle jamais de sa pratique, et néanmoins, il prétend, souvent, il le dit, tout ce que je vous dis, je le tire de ma pratique. Oui, mais raconte-nous-la ta pratique, mon gars, si tu veux qu'on te croie. Sinon, effectivement, c'est de la pure croyance. Genre, je vous dis que c'est comme ça. Vous le croyez, il faut le croire. Et j'ai pendant des années, des dizaines d'années, j'ai essayé justement de donner de la chair, c'est-à-dire une pratique à la théorie de Lacan, en essayant de voir comment ça fonctionnait avec la pratique. Je me suis vraiment acharné. Et avec les nœuds broméens et les bouteilles de Klein et tout ça. Et puis à la fin, en fin de compte, je m'aperçois que non, ça ne marche pas. Ça ne marche d'autant moins que la théorie de Lacan, j'ai mis des années à m'en apercevoir, est truffée de contradictions. Est-ce que tu veux bien développer un petit peu sur... Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu as gardé et justement quelles contradictions t'as fait changer de cap. Alors, ce qui m'a fait changer de cap, bon, dans la première contradiction, il n'y a rien de la pratique dans ce qui est chez Lacan. Deuxième chose... Pour toi, c'est une contradiction ou on va dire un manque flagrant, enfin quelque chose qui te nourrit pas. C'est un manque flagrant qui me nourrit pas et qui finit par être une contradiction. Parce que la théorie se met à être contre la pratique. D'accord. Elle finit par l'empêcher. Parce que ça finit par être du plaquage. Ça finit par être... ces milliers d'analystes à travers le monde qui font de la séance courte, qui disent pas un mot, qui font de l'ironie à l'égard des patients, comme ils disent. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Moi, je l'ai pratiqué avec mes analystes, qui ont été comme ça avec moi. Et je l'ai entendu de la part de centaines de gens qui racontent que leurs analystes se sont comportés comme ça. Alors, c'est donc cette théorie de la pratique de l'analyse qui vient en contradiction finalement avec ce que moi j'appelle la psychanalyse elle-même. Alors ça, c'est une première contradiction. Ensuite, quand j'ai fait mon livre sur le réel, j'ai fait ce livre sur le réel parce que j'avais rencontré, moi, le réel. À force d'analyser mes rêves, j'ai rencontré dans le fond de mes rêves, comme ça, des trucs dont je ne pouvais rien dire d'autre que c'est des trucs. C'est des objets, mais je ne peux pas dire quels objets. C'est du flou, c'est de la neige, c'est... bon, je détaille ça dans mon bouquin, à bord du réel. Et pareil, je mettrai le lien en description en dessous, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et je me suis dit, un jour, enfin, je ne faisais pas attention à tous ces trucs-là, puisque c'était indescriptible. Je ne le décrivais pas. Puis un jour, je me suis dit, mais enfin, il y a un truc là. Et je me suis dit un jour, bon sang, mais c'est bien sûr, voilà, c'est ça le réel. C'est ce qu'on ne peut pas décrire. C'est-à-dire que c'est des traces mnésiques de perception. Ce que Freud appelait les signes de perception. Mais ça n'a pas été symbolisé. D'ailleurs, on ne peut pas dire c'est ceci ou c'est cela. Tu es revenu à un niveau infraverbal avant l'élaboration. Exactement, exactement. Et donc, après que j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, je vais quand même vérifier chez Lacan, qu'est-ce qu'il en dit. Et donc, j'ai cherché l'usage du mot réel chez Lacan dans toute l'œuvre de Lacan. Et je me suis aperçu que le réel était décrit tantôt comme ci, tantôt comme ça, tantôt encore autrement. Il n'y avait aucune cohérence. Alors, quand je dis ça aux Lacaniens, depuis des années, je dis ça aux Lacaniens, ils me répondent, mais oui, mais c'est normal, Lacan a évolué. Comme Freud a évolué, tout le monde a évolué, moi aussi. Ben oui, sauf que les contradictions dans les définitions, elles sont au début dans l'œuvre de Lacan et on les retrouve à la fin dans l'œuvre de Lacan.
C'est une évolution dans, comment dirais-je, oui, il ne dit pas les mêmes choses, mais à la fin, les contradictions sont les mêmes. Exemple précis, dans le séminaire 2, 3, 1, 2, 3, quand il parle du réel, il donne comme exemple la marche des étoiles. Et il dit le réel revient toujours à la même place. Oui, les étoiles reviennent toujours à la même place. Qu'est-ce que c'est qu'une place? C'est éminemment symbolique. Et les étoiles, on sait qu'elles reviennent à la même place parce qu'on les a repérées, on sait les nommer, on sait leur place dans le ciel. Il n'y a rien de plus symbolique. Donc ce qui nous parle, c'est de la réalité. Ça, c'est au début. Ensuite, il nous dit, le réel, c'est l'impossible. Et ça, il le dit dès le début. Mais oui, mais attends, si c'est impossible, comment se fait-il que ce soit possible de nommer les étoiles, de les repérer Oui, c'est l'ordre, le désordre, enfin avec la tentative du mental pour bâtir un ordre qui se rend compte être impossible ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais ça ne va pas. Non, non, mais c'est ça. Quand il dit le réel, c'est l'impossible, là aussi, il faut détailler. Hein, parce que, ça, je le dis dans mon livre, la réalité est bourrée d'impossibles. Je ne peux pas voler en battant des bras. Je ne peux pas traverser les murs. Je peux pas. Alors, on ne peut pas dire, si on parle du réel, c'est l'impossible. Oui, la réalité. Dans la réalité, il y a aussi plein d'impossibles. Je ne peux pas vivre 250 ans, etc. Donc c'est une définition qui ne convient pas. Alors le réel, tel que moi je l'ai trouvé, oui, il est impossible à symboliser. C'est ça qu'il faut ajouter. Mais si on ne l'ajoute pas, ça n'a pas de sens. Et surtout, ça vient en contradiction avec le réel, c'est la marche des étoiles dans le ciel. On en revient pour les personnes qui suivent régulièrement mon travail, quand je dis très souvent justement que on en revient sur la carte n'est pas le territoire, et on en revient sur une incapacité à saisir le réel avec une approche mentale en fait. En ne mouillant pas le maillot soi-même par l'expérience, par le ressenti, par le... Oui, absolument. Ouais. Non, Absolument. Absolument. Mais là, non seulement chez Lacan, il n'y a pas d'expérience du réel, on le voit bien d'ailleurs, parce que s'il avait eu les mêmes expériences que moi, il ne dirait pas les conneries qu'il dit. Moi, c'est très simple, je pars de la pratique de l'analyse des rêves et je dis voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose chez Lacan de très éthéré, de Absolument. Très brillant, hein, très brillant, mais effectivement, où des fois on se demande... Moi, la première fois que j'avais entendu parler de Lacan, c'était avec une espèce de... un de mes professeurs en psychothérapie qui avait longtemps travaillé avec lui et qui me racontait comme ça comment quelqu'un s'était suicidé en sortant d'une séance chez lui et où il avait dit oui mais c'est bien, son analyse est terminée, enfin, avec cette fameuse anecdote là. Je la connaissais pas, ouais. Mais effectivement elle est un peu grave. Ben moi j'avais été, je m'étais dit mais enfin waouh, et genre il se remettrait pas en cause enfin je me souviens à l'époque en tout cas avoir été choqué de l'absence de feedback et d'un aspect vraiment idéologique. Oui, Qu'est-ce que tu as gardé alors du coup de la pratique de Lacan? Alors de la pratique, qu'est-ce que tu as validé par ton expérience et par ta... Mais par contre de sa théorie, il y a eu quelques trucs formidables, oui. Par exemple, à la fin du séminaire 2, il dit le symbolique, c'est la pulsion de mort. Plus exactement, il dit la pulsion de mort, c'est le symbolique en tant qu'il est muet. C'est ça la phrase exacte. Et ça, c'est juste. Ça, Freud n'avait pas fait ce pas, et pourtant, quand Freud décrit le Forda, c'est-à-dire à partir du moment où il met en place le concept de pulsion de mort, le Forda, c'est ça, c'est le symbolique. C'est-à-dire, je jette un objet au loin, il disparaît, mais ce que j'en ramène, c'est la représentation de l'objet. Je l'ai symbolisé. Donc, la pulsion de mort, casser l'objet, le cacher, c'est pour pouvoir en fabriquer une représentation. C'est donc le travail du symbolique. Ça, génial. Sauf qu'il dit ça à la fin du séminaire 2, et après on n'entend plus parler. Pendant, plus jamais, pas exactement. Parce que moi je trouve, mais c'est parce que c'est moi qui trouve, dans le Saint Homme, il revient là-dessus en disant le symbolique c'est le trou. On peut peut-être préciser un peu le Saint Homme pour les jeux de mots, etc., pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément érudits en psychanalyse. Le Saint Homme, c'est un jeu de mots sur le symptôme. Voilà. Et le Saint Homme. Voilà. Ouais. Voilà. Et bon, c'est un de ses derniers séminaires. Hein. Je ne sais plus si c'est le 22 ou le 23, quelque chose comme ça.
Là, il dit donc le symbolique, c'est le trou. Et bien, c'est exactement ça. L'enfant qui jette son objet dans le trou, c'est ça le symbolique. Ou encore, le symbolique, c'est le trou qu'on peut mettre autour d'un objet. Parce que comme ça, on en fait les contours. On le discrimine de l'environnement. Et c'est exactement l'inverse qui se passe dans mes rêves quand je suis en face de quelque chose que j'appelle le réel. Je ne peux pas mettre de trou autour. Je ne peux pas le symboliser. Parce qu'il est un et indivisible par définition. Indivisible, oui. Même pas un, c'est parce que un, ça voudrait dire que c'est différent de zéro ou différent de l'infini. Là, on ne peut absolument rien dire. Les traditions qui disent un sans second, pour essayer de se rapprocher aux branches, mais je ne sais pas si... Dès qu'on dit quelque chose, pour le décrire, on est foutu, c'est plus, on symbolise. Donc c'est pas ça. Et voilà, le symbolique, c'est le trou. Bon, et ça ne va pas avec le fait qu'il est dit à des moments, la psychose, c'est un trou dans le symbolique. Ce qui suppose que la symbolique est une surface. Pendant des années, je me suis cassé le tronc. Mais alors c'est un trou, c'est une surface, mais il dit la chose, il dit le contraire. Bon, alors je laisse tomber le symbolique, c'est une surface, parce que ça va pas. Mais le symbolique, c'est le trou, je le garde. Voilà, ça fait partie des choses que je garde, essentielles. Dans une de tes vidéos comme ça, si je me souviens bien, tu parlais de bien faire la différence entre le manque, le trou et l'absence, enfin avec des nuances comme ça là-dessus. Oui, je faisais la différence entre une dépression dans une surface, dont on peut dire, la plupart des gens disent dans le discours courant, et puis ils ont raison après tout, parce que ça marche très bien, c'est un trou. Dans un gazon, là, le trou de la balle de golf par exemple, c'est un trou, sauf qu'il y a un fond. Et donc en fait ça, j'appelle ça une dépression dans une surface, mais c'est pas un trou. Un trou, c'est quand on peut ressortir de l'autre côté. Ça, c'est une différence. Et un trou, ça veut dire que c'est un manque. Une surface qui se déprime, un changement, il ne manque rien. Ouais. Mais à partir du moment où il y a un trou, il manque un bout de surface. C'est ça la différence. Tant que je te tiens, j'aimerais en profiter aussi pour pouvoir poser quelques questions à un psychanalyste chevronné, on va dire. Du coup, alors, parce que j'ai quelque chose moi, qui m'a toujours laissé perplexe, au point où j'en ai écrit un bouquin là-dessus pour faire part de ma perplexité, qui était la notion de structure. Et je n'ai jamais compris. Moi aussi, je vais boire parce on est en pleine canicule là, pour le tournage. Donc. Parce que moi j'ai toujours eu des professeurs comme ça qui m'affirmaient la présence de structure. Oui. Et quand je suis allé me poser pour voir comment est-ce qu'ils savent, je n'ai toujours trouvé qu'un vide béant abyssal, ou en tout cas une forme de dogmatisme qui certes permettait de construire tout un système épistémologique et par-dessus social sur cette base-là, mais qui sur le plan d'une recherche de vérité avec des guillemets était quand même d'une faiblesse épistémologique assez rare. Alors, j'ai pas de problème avec la notion de structure si c'est une façon de parler rapide ou tu vois, une histoire de gagner du temps sur l'expression. Mais est-ce que tu peux nous parler de la notion de structure? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que personne n'a jamais réussi à expliquer? Ou est-ce qu'au final tu arrives aux mêmes conclusions ou autre chose? Oui, tu as raison, il y a un vide abyssal de ce côté-là. Ou alors ce qu'on trouve, c'est la psychiatrie. C'est-à-dire, pour moi, dès qu'on parle de structure, on parle diagnostic, on parle division de l'humanité entre ceux qui sont psychotiques, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont hystériques, ceux qui sont obsessionnels, etc. Moi, j'appelle ça du jugement et du racisme, carrément. Parce que, bien sûr, quand je dis ça, les gens ils lèvent les bras au ciel. Mais non, on ne fait pas du tout. Ben oui, mais alors pourquoi on utilise tous ces mots-là comme des insultes? C'est vrai. Ça se dit tout le temps. Dès qu'une femme pique une colère, on dit qu'elle est hystérique, celle-là. Dès que quelqu'un dit qu'est-ce que tu vas faire de mes propos, on dit mais quel parano ce mec. Dès que quelqu'un a des propos un peu incohérents, on dit oh putain il est schizo lui. Et dès que quelqu'un est un peu renfermé, on dit oh il est autiste. Ça se dit, mais ça se dit en termes d'insultes. En tout cas, ouais, avec une charge péjorative là-dessus. C'est absolument clair. Moi, ce que je demandais typiquement, c'était comme on dit le pervers narcissique va jamais voir les psys. Du coup, je me disais comment les psys connaissent des choses sur les pervers narcissiques. Bah oui, exactement. Du coup, parce qu'on est obligé de faire un truc indirect. Oui.
À chaque fois, moi j'ai vu ça. Chaque fois que j'ai vu des trucs sur les pervers narcissiques, c'est toujours des gens qui parlent de l'autre. Parce que le pervers narcissique, à un moment j'en suis venu à cette définition, le pervers narcissique par définition, c'est l'autre. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire l'autre qu'on ne supporte pas. Voilà. À partir du moment où on ne le supporte pas, c'est l'insulte qui vient, je le traite de pervers narcissique. C'est encore mieux de mettre 2 mots comme ça, parce qu'avant c'était pervers tout court, maintenant c'est encore mieux, et ça fait un peu scientifique, ça fait diagnostic médical. Hein. C'est normal qu'il me fasse chier parce qu'il est pervers narcissique. Bon, c'est tout simplement parce qu'il y a des conflits entre les humains, et que quand il y a des conflits dans les humains, on a tendance à dire que l'autre, c'est un coup fou, c'est un con, c'est un idiot, c'est un imbécile. Il faut se rappeler d'ailleurs que idiot, imbécile, c'était des diagnostics psychiatriques au début du XXe siècle. Et que comme on a trouvé que c'était justement des insultes, on a dit on va changer, on va mettre débile léger, débile profond, etc. Du coup, débile léger, débile profond, c'est devenu des insultes. Alors on a laissé tomber. En fait, on a beau décaler le truc, le besoin d'insulter, de trouver un bouc émissaire chez l'humain est tellement fort que ça rattrapera toujours. Absolument. Voilà, et on est dans une fuite en avant du besoin de l'humanité de trouver un bouc émissaire. En fait. Exactement. Ouais. De rabaisser l'autre en lui collant une étiquette infamante. En gros, ça revient à ça. Moi j'avais trouvé ça génial, parce que je suis d'origine vénézuélienne, et j'avais trouvé ça génial quand j'étais allé là-bas, qu'on me dise qu'il y avait des histoires de Colombiens. Comme nous on a l'histoire de Belges. Ouais, je m'étais dit, ah c'est génial, c'est-à-dire que chaque gars a toujours le voisin qui doit être un con, quoi. Il faut que le voisin soit un con. Ah oui, absolument, c'est ça. Tu parlais de dire les choses rapidement, etc. Oui, moi je ne les dis plus les choses même rapidement, parce que pendant des années, je me suis aperçu que j'avais été formé là-dedans. Donc quand je travaillais en hôpital, dès que je recevais quelqu'un, je me mettais des oreilles éléphantesques pour essayer d'entendre si la forclusion du nom de père était là, s'il avait le nom du père ou s'il ne l'avait pas. Bon, en gros, s'il était psychotique ou s'il ne l'était pas. Bon, ce qui, finalement, empêche d'écouter. Donc non, c'est pas un truc dont on peut se servir et puis après nuancer, etc. Non, c'est vraiment un truc à jeter à la poubelle. Parce qu'il y a une enfin, moi avec mes mots je dirais qu'il y a une base qui crée des boucs émissaires en fait. Voilà. Et où à partir du moment où on est dans des boucs émissaires, on est dans une logique sacrificielle, et aussi on est dans une logique où on est en train de sacrifier même à notre insu l'autre, qu'on ne peut pas l'écouter, le reconnaître, et on ne peut pas l'aider depuis un espace sacrificiel. Et je trouve ça terrible parce que c'est complètement contre-productif, dans le sens où c'est quand même ce qu'on apprend aux gens qui sont censés être des professionnels de l'écoute. Oui. Donc c'est dramatique en fait du coup. C'est dramatique. Parce que pour le psychiatre, il fait un diagnostic. C'est normal, il a été formé à la médecine. La médecine, c'est ça, on fait des diagnostics et on adapte le traitement au diagnostic. Hein, bon. Et le psychiatrie, c'est la même chose. Il faut trouver le traitement. Et le traitement, il est censé faire quoi? Éliminer le symptôme. Hein, quelqu'un qui délire, il ne faut plus qu'il délire. Une hystérique qui pique des crises, il ne faut plus qu'elle pique des crises. Donc on privilégie l'idéologie de ce qu'on voudrait comme société avec des gens qui délirent plus, à la réalité de l'humanité qu'on a en face. Exactement. Ouais. C'est-à-dire on normalise. Et donc même si en psychanalyse on dit oui non mais nous c'est pas pour normaliser, etc. Si, en fait. C'est les mêmes bases, donc c'est les mêmes résultats. Ouais, on est d'accord. Mais c'est pour ça que j'avais envie qu'on discute un petit peu, parce que justement je m'étais dit ah chouette, ils pensent comme moi, et du coup discuter entre personnes convaincues c'est quand même vachement plus sympa. Évidemment. Ah ça c'est vrai, c'est vachement plus sympa. Donc du coup non mais c'est voilà, vous comprenez bien pourquoi j'avais envie de vous faire découvrir un peu la vision de Richard qui est arrivé comme ça après, donc 40 ans de psychanalyse. C'est beaucoup plus dur de discuter avec les autres, ceux qui restent convaincus de ces choses-là, parce qu'effectivement ils lèvent les bras au ciel. C'est insupportable pour certains de s'entendre, que ça leur retirerait les bases de tout leur travail, comme s'ils pouvaient s'effondrer à ce moment-là. Mais alors on fait quoi s'il n'y a plus de structure? T'écoutes les gens, mon gars. Oui, puis on aime la vie comme elle est, en fait. Oui. Ouais. C'est ça que ça pose la question, après, est-ce que ça met pas justement face à une certaine forme d'impuissance, justement, le corps médical, d'impuissance à changer le vivant qui s'exprime de façon multiple et tu vois, est-ce que ça revient pas à une espèce de notion quasiment moyenâgeuse, dire il y a le fou du village, il y a le curé, le boulanger, puis le fou du village, et puis bon, voilà quoi. À la limite, moi je préfère ça. Ouais. Il y a le curé, il y a le boulanger, puis il y a le fou du village. Je préfère ça que de dire il y a le schizo du village et on va le soigner parce que c'est un malade.
Je préfère le personnage pittoresque de fou du village, que tout le monde aime bien finalement, et qu'on aide, bon, qui fait partie du... Alors que là, on ne veut pas le voir, le fou du village. On le met à l'hôpital, hein, où on lui bourre de médicaments pour que ça ne se voit pas. Et c'est ça, donc en fait l'apparence devient plus importante que que le réel en fait. La réalité, Ouais, parce que le réel, on ne peut toujours pas en parler. Ok, ça marche. Je vais dire quelle nuance tu fais. Ok, je vais. Non, mais c'est vrai, que dans le vocabulaire d'aujourd'hui, le mot réel a remplacé le mot réalité. Et chez les psychanalystes aussi. Et c'est là qu'il y a une erreur assez considérable. Alors j'ai gardé le mot réel parce que c'est celui qui circule tout le temps chez les psychanalystes, mais j'aurais peut-être dû essayer de promouvoir un autre mot, mais quand on est tout seul à promouvoir un mot, ça va pas très loin. Eh ben écoute, moi j'essaye j'adore quand je vois des jolis mots, j'adore les promouvoir, même si je suis tout seul en tout cas, puis t'es pas tout seul, t'as une chaîne YouTube avec des gens qui te suivent, tu vois. Vrai. Et moi je sais que j'ai relancé sur Hypnomachie le mot antitélie qui vient de la biologie et qui désigne le fait d'obtenir un effet exactement inverse à l'intention qu'on avait au départ. Ah oui. Tu vois, et ben je le trouve très joli pour exprimer quelque chose. Oui, on pourrait dire contre-productif, mais c'est un adjectif, là, c'est pas Oui. Voilà. Moi, je peux témoigner du fait qu'il y a carrément moyen de faire vivre des jolis mots, mais... Bon, soit. Mais bon. Ok. Aujourd'hui, alors c'est un peu des questions à la con, mais en même temps, le rôle d'intervieweur, je trouve, un endroit, pour moi, de mon point de vue, a aussi vachement ses limites, parce que toutes les questions que je te pose sont forcément orientées de base, mais quelle serait aujourd'hui la spécificité de ton approche ? C'est con hein, comme question, parce qu'on repart dans un conflit mimétique forcément avec moi, comme s'il y avait un soi différent à un endroit, certes, ce qui est illusoire. Mais en étant conscient de tous ces présupposés-là, et si on laisse l'enfant sortir La spécificité, elle est là. Je crois que on vient d'en parler. Pas de structure. C'est vraiment spécifique parce que dans l'environnement, à peu près tous les collègues que je rencontre travaillent avec hystérie, psychose, etc. Je suis parti de je ne sais combien de groupes après avoir essayé de travailler avec eux pendant des années, et où leur approche, c'est des groupes d'analyse de la pratique, où leur approche, c'est je travaille avec un obsessionnel d'emblée, il y a l'étiquette qui tombe. Ou alors je me demande quand même si ce gars-là avec lequel je bosse, si c'est un psychotique ou un neurosé. C'est ça la question, quoi. Au lieu de dire, alors quand c'est à moi d'intervenir, j'ai toujours intervenu en disant, je ressens telle et telle chose vis-à-vis de telle personne, et ça m'embête à tel ou tel niveau chez moi. Je me remets en question, moi, pas l'autre. Parce que l'autre, il n'est pas là. Il n'est pas là pour dire je ne suis pas d'accord là sur ce que vous êtes en train de dire de moi. Mais par contre, ce que je dis de moi par rapport à l'autre, ça, je sais que c'est ma problématique. Hein. Et ça choque en général beaucoup de gens. Et donc j'ai fini par partir d'un nombre considérable de groupes parce qu'ils ne toléraient plus à la fin que je fasse cette approche-là. Donc ça, c'est la spécificité de mon approche. Une approche qui se base sur la singularité du sujet, vraiment. Et parce que la psychanalyse est souvent plus ou moins critiquée sur son manque de base scientifique, etc. Bon, moi je sais qu'au départ, moi je venais des TCC au départ, j'étais très... Oui, j'étais très... tu sais, on m'avait vendu un truc... très jeune, hein, plein d'illusions, et la première arnaque venue, machin, je me disais, pourquoi ça sert de faire 10 ans de psychanalyse quand en 2 séances on peut faire la même chose? Ils sont cons ceux-là, enfin tu vois, et je ne pensais pas plus loin que ça, jusqu'à ce que je comprenne, à force de rencontrer des gens très fins et très intelligents, j'ai lâché un petit peu ça, etc. Je suis parti dans complètement d'autres choses, mais aujourd'hui, en tout cas l'époque qui a envie souvent de résultats rapides et faciles et pas forcément de trop d'introspection là-dessus, il y a quand même une espèce de critique redondante de la psychanalyse sur l'absence de scientificité, etc. À partir du moment où on est dans l'individuel et dans quelque chose de totalement personnalisé, la méthode scientifique s'effondre puisqu'elle cherche à faire des généralités, là où toi tu parles de faire justement de la singularité. Comment tu te places par rapport à ça? Est-ce que quelque part tu as renoncé à une forme de scientificité? Est-ce que c'est vraiment deux choses, genre chacun chez soi, chacun le fait bien et les moutons sont bien gardés, ou est-ce qu'il y a quand même toujours une espèce
d'élan vers une réconciliation idéale, potentielle Alors justement, je suis arrivé à la formulation d'un paradoxe. Ouais. Je dis, la psychanalyse n'est pas scientifique et la psychanalyse est scientifique. C'est contradictoire, mais j'assume le paradoxe. Pourquoi elle n'est pas scientifique? Parce que la science élimine le sujet. C'est la définition de la science. Justement, on travaille en science avec des objets. On élimine le sujet, le discours sur un objet peut passer de main en main, n'importe quel sujet peut le tenir, E égale MC2, ça ne dépend pas de celui qui le prononce. Ça tient en soi, c'est objectif. Juste une petite insert comme ça, simplement pour vous dire que vous avez des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec cette axiomatique que nous déroulons là avec Richard, notamment Irigaray, hein, qui est une penseuse féministe assez connue, qui disait justement typiquement que l'équation E égale MC2 était une équation machiste ou masculiniste, enfin en tout cas avait été fait par des hommes et pour des hommes, et que donc on pourrait donc développer une physique féministe, etc. Bon, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur le féminisme. Alors, s'agit-il d'une différence d'axiomatique fondamentale ou simplement d'un énorme bullshit pré-rationnel qui veut se faire passer pour du rationnel, voire du transrationnel? Je vous laisse seul juge, même si j'ai ma petite idée sur le sujet. Bon, et donc, la psychanalyse récupère ce sujet. En cela, elle est donc pas scientifique. Mais, quand on se met à traiter comme la psychiatrie, ou la psychanalyse de nos jours, quand on se met à traiter les sujets en objets, en parlant d'eux comme des obsessionnels, des hystériques, etc., elle passe à côté de son objet. Puisque son objet, c'est le sujet. Si elle traite le sujet comme un objet, elle détruit son propre objet. Donc, elle n'est pas scientifique. En se voulant scientifique, on ne l'est pas. Moi, je ne me veux pas scientifique, et donc, de ce fait, je suis plus scientifique. C'est le paradoxe. Très très bien. Pour les auditeurs, c'est un excellent exemple de ce que j'appelle justement le passage d'une vision rationnelle plafonnée à une vision transrationnelle. Oula. Et ce qui n'est pas pré-rationnel, justement. Non, mais la pré-rationalité serait une psychanalyse qui n'a pas assumé ce paradoxe et qui se dit si je suis scientifique sans se rendre compte qu'elle n'en satisfait pas les critères. La rationalité serait le rejet de la scientifique parce qu'elle n'est pas popperienne. Et la transrationalité, pour moi, voilà, c'est un très bon exemple. Encore un nouveau mot. Écoute, tu pourras découvrir aussi mes vidéos, j'espère qu'elles t'enrichiront toi autant que les tiennes m'ont enrichi moi. Je vais les regarder, oui. Voilà, mais c'est pour faire des petits liens avec les followers. Oui. Et bien pour terminer, à ton avis, parce que beaucoup de gens considèrent que la psychanalyse est en train plus ou moins de mourir ou de disparaître, à part en Argentine, en France et dans quelques autres endroits, comment tu vois les choses, à ton avis, comment tu vois l'avenir de la psychanalyse? Alors, ça nous ramène paradoxalement à Sophie Robert, parce que, bon, moi j'ai fait une vidéo pour répondre à Sophie Robert, je suppose que tu l'as vu aussi. Oui. Voilà. Et où, en fait, j'attaque beaucoup plus mes collègues psychanalystes que Sophie Robert elle-même. Parce que je dis, mes collègues psychanalystes, ils sont bien gentils, mais ils se donnent des bâtons pour se faire battre. S'ils racontent des trucs comme ça, je suis désolé, moi je me reconnais pas, je ne suis pas psychanalyste comme eux, en tout cas. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Sophie Robert, dans le film, on voit quand même des psychanalystes qui peuvent tenir des propos tels que ça n'est pas politiquement correct de le dire, mais parfois il y a des femmes qui peuvent se faire violer, ça peut leur faire du bien, ou des choses comme ça. C'est un peu à ce genre de choses que tu penses quand tu parles de bâton pour se faire battre, ou par exemple, une fille qui se fait violer par son père, bon, ça peut la rendre peut-être un peu bête, mais c'est pas bien grave. Attends, c'est pas possible d'entendre des trucs pareils. Mais c'est même pas une question de morale, c'est la question que, effectivement, on n'est pas là pour faire de la morale, ni dans un sens, ni dans un autre. Hein, ni pour condamner l'inceste à tout prix, parce que c'est dégueulasse, c'est horrible, etc. Ni pour le réhabiliter de cette façon-là. On est là pour dire, il y a un complexe d'Oedipe, analysons-le. Hein, et s'il y a des actes problématiques, c'est l'affaire de la police et de la justice. C'est pas l'affaire de la psychanalyse. En tant que citoyen, je peux être d'accord du côté de la justice, ça c'est pas pour ce genre de choses, mais en tant que psychanalyste, j'ai pas à me prononcer. Justement, il faut que les gens puissent venir à moi et raconter tout ce qu'ils ont envie de dire, ni sans se sentir soutenu, ni sans se sentir condamné. Juste
On est là pour analyser. Alors l'avenir de la psychanalyse, moi, c'est là que je le vois. Mais je le vois bien mal barré. Quand je vois qu'effectivement, c'était un des arguments fondamentaux dans cette vidéo que j'ai fait. Un de mes arguments fondamentaux, c'est qu'ils font de la morale, ces gens-là. Ils font plus de la psychanalyse. C'est vrai qu'il y a certains pans du freudisme où c'est vraiment... Oh, il y a le truc, et si on n'est pas d'accord, c'est comme ça, quoi. Eh ben oui. Ouais. Freud était moins dans le moralisme que les lacaniens. Ça, c'est clair. Donc je connais un peu le sujet quand même, oui. Moi, je sais que Lacan, j'apprécie ses saillies, j'apprécie son sens de la formule. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Moi, c'est ce qui m'avait séduit chez le personnage. Ah oui? Dans un premier temps, je me suis dit, putain, Ah, celui-là, et tout, c'est un poète, c'est un gars qui sait où il va, mais en même temps, c'est un surréaliste, c'est un type à la Dali. D'ailleurs, il était copain avec Dali à l'époque. Bon, moi, je suis très dans le surréalisme, j'adore ça. Et pour moi, Lacan m'est tombé dessus comme les surréalistes. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait là un personnage formidable, et je me suis laissé hypnotiser. C'est le mot que je peux dire maintenant, 40 ans après. Je ne me rendais pas compte sur le moment, évidemment. L'hypnotisé ne se rend jamais compte qu'il est hypnotisé. Mais on est toujours hypnotisé comme ça par une figure charismatique, formidable, qui fait qu'on suit quoi que la personne dise. Freud avait fait une super belle hypothèse là-dessus. C'était qu'il comparait l'hypnose tout simplement à l'amour. Il disait, ce n'est jamais que ça, l'amour. On est hypnotisé par l'autre. On trouve toutes les qualités, on approuve tout ce qu'il dit, on le suit dans tout ce qu'il fait. On sait bien que c'est comme ça l'amour, dans les premières années, ou dans les premières semaines, enfin ça dépend. Jusqu'à ce qu'on voit l'autre. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive après que c'est peut-être pas si idéal que je l'avais pensé au premier abord. Donc ça c'est fatal, oui. Ah ouais, ça m'a amené à avoir une vision extrêmement large de l'hypnose comme étant tout type de phénomène qu'utilise le système limbique au détriment du système cognitif, quoi. Ce qui est large, en fait. Ce qui est hyper large, jusqu'à englober toute la socioculture. Enfin. Oui, parce que d'un point de vue transrationnel, là dont tu témoignes depuis le début de l'entretien, d'un certain point de vue, effectivement, le pré-rationnel, dogmatique, est pire que le rationnel. Dans le sens où une vision rationnelle a au moins une capacité d'auto-réflexivité minimum. Là où le dogme est vraiment... Non, mais bon, sinon on en reparlera après, si tu veux pas parler ça engage que moi. Ouais, voilà. Bon, on va dire que c'est pour les followers. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que... Je sais pas, si ce n'est que justement, puisque tu parles de l'avenir de la psychanalyse, c'est vrai que ça me tient à cœur. C'est pour ça que je fais des vidéos. J'ai fait des livres avant, maintenant je fais des vidéos parce que je me rends compte qu'elles sont bien plus vues que les livres ne sont lus. Parce que ça me tient à cœur de transmettre une psychanalyse qui soit autre chose que ce qui se transmet dans les écoles. Parce que là, franchement, je n'y vais plus. Je n'y mets plus les pieds parce que je ne me reconnais pas dans cette façon de pratiquer la psychanalyse. Puis, Sophie Robert et puis aussi les détracteurs de la psychanalyse, il me semble, on a quand même fait une analyse relativement pertinente des différents biais des jeux de pouvoir et de comment, pour devenir psychanalyste, il fallait passer je sais pas combien de psychanalyse avec la même personne qui va t'examiner, ou en tout cas avec des gens qui se connaissent, etc., où il y a quand même des conflits d'intérêts assez gigantesques. Absolument, oui. Donc, de toute façon, à partir du moment où on met un examen à la fin d'une analyse, on dit vous pouvez être analyste ou vous ne pouvez pas. C'est foutu. Même Lapace qui a essayé d'instituer Lacan, qui au départ partait d'une bonne idée, genre essayons de faire autre chose qu'un examen, ça s'est retrouvé être un examen quand même. J'ai entendu tellement de collègues me dire j'ai fait ma passe avec Jacques Nassif, j'ai fait ma passe avec Mustapha Safouan, genre c'était la caution quoi. Ça va pas, ça. Et ta singularité, mon gars, bon. En fait, par définition, on recoupe le réel en deux entre ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait
pour recréer ce conflit mimétique fondamental entre ceux qui en sont et ceux qui en sont pas, quoi. Enfin, ceux qui sont tamponnés ou ceux qui ne le sont pas, en fait. Voilà, ce qui veut bien dire que c'est de la réalité. Parce que justement, il y a deux qualités. Donc c'est symbolisé différemment. Il y a ceux qui ont le symbole du « moi je peux être psychanalyste » et ceux qui ne l'ont pas. J'avais vu le même paradoxe, mais en communication non violente. Oui. Bah, tu sais, pareil, avec les gens certifiés communication non violente et ceux qui ne le sont pas, avec le même paradoxe, c'est exactement la même... Et ça, je comprends bien que dans tous les métiers du monde, il faille passer un examen, il faille avoir acquis une compétence, quoi, et que les anciens te donnent le certificat de ta compétence. Mais en psychanalyse, non. C'est la seule discipline au monde où ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que c'est la seule discipline au monde où, justement, on écarte le jugement. J'ai l'impression que dans tous les domaines où on est dans quelque chose de l'ordre de l'affect, du cœur, de l'émotion, de la relation à l'autre, enfin du cœur, au niveau symbolique, en fait on retrouve ça. En théâtre par exemple, en théâtre, tout le monde peut monter sur scène, ou en art en général, enfin... Oui, d'une manière générale, c'est vrai ça. Oui. Mais, donc en fait, dès qu'il y a de l'humain, en fait, dès qu'on n'est pas dans un truc technico-technique... Mais il y a des examens à la sortie des Beaux-Arts, des écoles de théâtre, etc. Même si on peut se produire sans, et ils donnent quand même le sésame pour, c'est vrai. Voilà. Bon, je rentre dans des trucs où je suis plus compétent. Moi non plus. Mais en psychanalyse, c'est vrai que c'est ça. Maintenant, il faut faire partie d'une école, avoir été adoubé par les grands. Oui, mais... Ok. Ben merci Richard pour cet entretien, voilà. Donc je vous mettrai dans la description donc la chaîne de Richard et puis son livre, et puis si tu veux bien m'envoyer des informations sur tes films ou des choses comme ça, si tu as envie de les faire connaître par le biais de la chaîne, c'est toi qui vois. Ma chaîne YouTube, de toute façon, une fois qu'on l'a, il y a toutes les vidéos sur la même page. Et ben voilà. C'est vite fait, quoi. Et ben voilà, et puis si vous voulez revenir un petit peu aussi sur ces différents points abordés dans cette discussion, vous avez aussi donc la page Facebook Hypnomachie, et le Tipeee, et les likes, et les partages, et blabla, comme font tous les youtubeurs à la fin, voilà. Bon. Salut Internet. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? On n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira